Chers amis, nous avions terminé la capsule précédente avec l'exemple des greenbacks du président américain Abraham Lincoln. Au sujet des greenbacks, Lincoln déclara « Le gouvernement, possédant le pouvoir de créer et d'émettre la monnaie et le crédit en tant qu'argent, et bénéficiant du droit de retirer l'argent et le crédit de la circulation par les taxes ou autres moyens, n'a pas besoin et ne devrait jamais emprunter de l'argent à intérêt comme moyen de financer les travaux gouvernementaux et les entreprises publiques. » Lincoln appela ces greenbacks la plus grande bénédiction que le peuple américain ait jamais eue. Bénédiction pour tous, sauf pour les banquiers, puisque cela mettait fin à leur racket du vol du crédit de la nation et de la création d'argent avec intérêt. Les banquiers mirent donc tout en œuvre pour saboter l'œuvre de Lincoln. Lord Goshen, porte-parole des financiers, écrivit dans le London Times « Si cette malveillante politique financière provenant de la République nord-américaine devait s'installer pour de bon, alors ce gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais. Il s'acquittera de ses dettes et sera sans aucune dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour mener son commerce. Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute l'histoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit, ou il détruira toute monarchie sur ce globe. » Il faut comprendre ici la monarchie des contrôleurs du crédit. Tout d'abord, dans le but de discréditer les greenbacks, les banquiers persuadèrent le Congrès américain de voter en février 1862 la clause d'exception qui stipulait que les greenbacks ne pouvaient être utilisés pour payer l'intérêt sur la dette nationale. Ensuite, ayant financé l'élection d'assez de sénateurs et de députés, les banquiers firent voter par le Congrès en 1863 le retrait de la loi des greenbacks et son remplacement par le National Banking Act, la loi des banques nationales, où l'argent serait créé avec intérêt par des compagnies privées. Cette loi stipulait aussi que les greenbacks seraient immédiatement retirés de la circulation aussitôt leur retour au Trésor pour paiement des taxes. Lincoln protesta énergiquement, mais son objectif le plus pressant était de gagner la guerre et de sauver l'Union américaine, ce qui l'obligea à remettre après la guerre le veto qu'il projetait contre cette loi et l'action qu'il entendait prendre contre les banquiers. Lincoln déclara tout de même « J'ai deux grands ennemis, l'armée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis. » Lincoln fut réélu président en 1864 et il fit clairement savoir qu'il s'attaquerait au pouvoir des banquiers une fois la guerre terminée. La guerre se termina le 9 avril 1865, mais Lincoln fut assassiné 5 jours plus tard, le 14 avril. Une formidable restriction du crédit s'ensuivit, organisée par les banques. L'argent en circulation dans le pays, qui était de 1 907 millions de dollars en 1866, soit 50 $ et 46 cents pour chaque Américain, tomba à 605 millions de dollars en 1876, soit 14 $ et 60 par Américain. Résultat, en 10 ans, 54 446 faillites, des pertes de 2 milliards de dollars. Et cela ne suffisant pas, on alla jusqu'à réduire la circulation d'argent à 6 $ et 67 cents par tête en 1867. L'exemple de Lincoln demeurait néanmoins dans plusieurs esprits, même jusqu'en 1896. Cette année-là, le candidat démocrate à la présidence
était William Jennings Bryan. Et encore une fois, les livres d'histoire nous disent que ce fut une bonne chose qu'il ne fût pas élu président, car il était contre la monnaie soi-disant saine des banquiers, l'argent créé sous forme de dette et contre les talons or. Il déclarait « Nous disons dans notre programme que nous croyons que le droit de frapper et d'émettre la monnaie est une fonction du gouvernement. Nous le croyons. Et ceux qui y sont opposés nous disent que l'émission du papier-monnaie est une fonction de la banque et que le gouvernement doit se retirer des affaires de la banque. Eh bien, moi, je leur dis que l'émission de l'argent est une fonction du gouvernement et que les banques doivent se retirer des affaires du gouvernement. Lorsque nous aurons rétabli la monnaie de la Constitution, toutes les autres réformes nécessaires seront possibles, mais avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne peut être accomplie. Et finalement, le 23 décembre 1913, le Congrès américain votait la loi de la Réserve fédérale, qui enlevait au Congrès lui-même le pouvoir de créer l'argent et remettait ce pouvoir à la Federal Reserve Corporation. Un des rares membres du Congrès qui avait compris tout l'enjeu de cette loi, Charles A. Lindbergh, le père du célèbre aviateur, déclara « Cette loi établit le plus gigantesque trust sur Terre. Lorsque le président Wilson signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé. Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le numéraire. Qu'est-ce qui a permis aux banquiers d'obtenir finalement le monopole complet du contrôle du crédit aux États-Unis? C'est l'ignorance de la population sur la question monétaire. John Adams écrivait à Thomas Jefferson en 1787 « Toutes les perplexités, les désordres et misères ne proviennent pas tant des défauts de la Constitution, du manque d'honneur ou de vertu, que d'une ignorance complète de la nature de la monnaie, du crédit et de la circulation. » Salmon P. Chase, secrétaire du Trésor sous Lincoln, déclara publiquement, peu après le passage de la loi des banques nationales, « Ma contribution au passage de la loi des banques nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a établi un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. Cette loi doit être révoquée, mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger d'un côté et les banques de l'autre, dans une lutte telle que nous n'avons jamais vue dans ce pays. » Et l'industriel Henry Ford dit « Si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » L'éducation du peuple, voilà la solution. Et c'est justement la formule de Verdemain. Nous verrons dans la 3e partie de cette 8e leçon un exemple de ce que l'éducation du peuple peut donner. Merci.